Le plan tel qu'il a été présenté par le président de la République comporte une partie constat sur lequel tout le monde est d'accord. Ce sont des constats qui sont largement faits sur les dysfonctionnements et les attentes de notre système de santé, à la fois des professionnels et des patients. Sur cette partie constat, on ne peut être que d'accord. Après, sur le plan lui-même tel qu'il a été présenté, on peut pouvoir considérer le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Pour le verre à moitié plein, c'est que ce n'était pas un plan hôpital, comme on aurait pu l'attendre et comme ça a été annoncé à de multiples reprises, mais bien un plan pour l'ensemble du système de santé, abordant à la fois les problématiques de la médecine de ville et de la médecine hospitalière. Les mesures qui ont été acceptées sont une suite de mesures qui ne constituent pas en eux-mêmes une politique. Ces mesures ont des éléments intéressants pour chacune d'entre elles, mais ce n'est pas une vraie politique qui se développe aujourd'hui et qui viendrait nous indiquer quelle va être l'évolution des systèmes de santé dans les 5, 10, 15 ans à venir. C'est donc un moment d'étape avec des éléments positifs et des éléments qui suscitent des interrogations. L'élément qui pose question dans ce plan tel qu'il a été présenté, c'est bien la place du patient dans le dispositif de santé. Autant il est affirmé à multiples reprises par l'ensemble des responsables politiques et par le président de la République que le patient est au centre du dispositif, autant le plan tel qu'il a été présenté comportait à la fois une reconnaissance du rôle joué par l'ensemble des acteurs de santé, que ce soit les professionnels de soins de ville ou les professionnels du monde de l'hôpital, mais il n'y avait pas dans ces éléments de mesures spécifiquement centrées patients. Les mesures qui sont proposées sont des mesures d'organisation à disposition des professionnels de ville ou d'hôpital, favorisant les coordinations et les prises en charge, mais le patient lui-même n'est pas au cœur du dispositif tel qu'il a été présenté. Alors les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, qui ont été introduits dans la loi par Marisol Touraine, ont vocation à favoriser le rapprochement entre les différents professionnels de santé et établir des ponts avec le médico-social ou l'hospitalier. Aujourd'hui, les CPTS sont un dispositif simple à disposition des professionnels. L'enjeu de ce qui va se nouer autour des CPTS qui vont se mettre en place va bien être de comment ça va s'organiser. Si c'est une organisation administrée qui vient dire aux professionnels, vous allez vous réunir avec les professionnels de tel et tel secteur et vous allez faire ça, évidemment que ça va entraîner une fuite encore plus importante qu'aujourd'hui des professionnels et que ça ne satisfera pas les professionnels. Si c'est un outil mis à disposition des professionnels pour se réunir, travailler mieux avec le médico-social, l'hôpital et développer entre eux des coopérations pluriprofessionnelles dans un schéma simplifié, évidemment que c'est une bonne chose. Donc on voit que c'est les modalités de mise en place de ces réunions qui vont être essentielles. Pas forcément les moyens financiers mis à disposition, mais bien les modalités qui doivent respecter nos propres organisations, respecter les champs de compétences des uns et des autres et ouvrir à la possibilité de coopération entre les professions et une meilleure prise en charge des patients dans un territoire donné, puisque d'un territoire à l'autre, les problématiques de patients ne sont pas rigoureusement les mêmes. Donc une adaptation aux patients de chaque territoire, à leur pathologie et aux attentes des professionnels de ces territoires. L'annonce de 400 médecins salariés qui viendraient résoudre la problématique des déserts médicaux qui progressent régulièrement dans notre pays pourrait à la fois susciter le sourire et en même temps susciter une légitime colère de la part des patients. 400, c'est un chiffre dérisoire au regard des patients et de leurs besoins au quotidien dans ces déserts, puisque plusieurs millions de personnes aujourd'hui ont des difficultés d'accès aux soins, des difficultés pour trouver un médecin généraliste qui les prenne comme médecin traitant ou pour tout simplement avoir un rendez-vous et être pris en charge. Donc les 400 médecins ne répondent pas du tout à cette problématique. C'est là qu'on voit que ce plan est un plan destiné aux professionnels de santé et singulièrement aux médecins. Ce chiffre de 400 rassure les médecins puisqu'on dit on va s'en occuper et on ne va plus vous demander à vous d'aller jouer votre rôle dans les déserts médicaux. Vous êtes exonérés de cette responsabilité. Et en même temps, ce n'est pas beaucoup parce que l'annonce de plusieurs milliers de médecins salariés aurait évidemment fait hurler quant à la disparition du statut libéral pour ce qui concerne les médecins de ville. Donc, ces 400
Où allons-nous les prendre? Il y a aujourd'hui 19 000 postes de médecins hospitaliers qui ne sont pas pourvus. Donc on ne voit pas pourquoi il y aurait 400 candidats pour aller dans des circonstances difficiles, exercer dans les déserts médicaux, là où le quotidien est extrêmement pénible et les décisions à prendre sont difficiles. Ou alors va falloir faire des efforts extraordinaires en termes de rémunération qui vont déséquilibrer l'ensemble de la chaîne. Donc d'un point de vue opérationnel, cette proposition, on voit bien qu'elle n'a pas de chance de réussir, mais qu'elle sert à faire du discours par rapport à la population, aux médias ou aux élus locaux qui, eux, sont très demandeurs d'avoir des réponses. Donc c'est le complément du numerus clausus qui, lui aussi, ne répond pas à la problématique, puisqu'on va former des médecins qui vont sortir dans 10 ans ou plus et qui, de toute façon, n'iront pas dans les zones où c'est difficile aujourd'hui. On parle dans le cadre de ce plan, mais aussi dans toutes les annonces des pouvoirs publics, de pertinence des soins, d'efficience des soins. Malheureusement, pas de gradation, mais on crée une organisation qui permet d'y répondre. C'est le sujet central de notre système de santé. Aujourd'hui, on dépense beaucoup trop en termes de ressources humaines, d'intervention de soignants, d'argent, d'examens qui potentiellement peuvent être dangereux pour le malade par rapport à ce dont les malades ont besoin. La France est quand même le pays qui dépense le plus, qui fait le plus de radios, qui fait le plus d'interventions. Et même au sein de la France, entre le nord et le sud, le nombre de césariennes n'est pas le même, le nombre d'appendicites n'est pas le même. Et à mesure qu'on descend vers le sud, il y en a de plus en plus. Donc on a un vrai sujet de faire à un moment donné l'intervention qui est utile pour le patient par rapport à son état de santé, le plus utile pour lui. Alors les patients ont tendance de temps en temps à souhaiter qu'on accumule les interventions, qu'on fasse de plus en plus d'examens de radio. Une radio n'a jamais soigné personne. Il faut faire ce dont il a besoin, ni plus ni moins. Ça, c'est une pédagogie que nous devons avoir, nous, professionnels, à l'égard des patients. Mais si on a cette pédagogie à l'égard des patients, ça veut dire qu'on va faire moins d'actes. Ça veut dire qu'on va faire moins d'examens, ça veut dire qu'on va faire moins de consultations. Mais c'est notre éthique qui est en jeu et notre avenir aussi et notre place dans le système de soins. Parce que on dit régulièrement que ce n'est pas à la puissance publique à décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ou à des organismes délégués de la puissance publique comme la HAS de le faire. Si c'est la volonté profonde des professionnels, ça veut dire que les professionnels doivent le faire et doivent faire eux-mêmes leur régulation de manière à ne donner au patient que ce dont il a besoin, ni plus ni moins. Alors il y a des éléments économiques, il y a des éléments de visibilité de notre intervention d'un point de vue éthique dans le système de santé, mais il y a aussi des éléments de sécurité du patient. Aucun acte n'est anodin, aucun examen n'est anodin, et il convient de limiter nos interventions à ce dont le patient a besoin. Pour cela, on a besoin de beaucoup de transparence sur nos pratiques, ce qui manque aujourd'hui, et puis d'une analyse extrêmement forte des datas qui sont aujourd'hui disponibles pour mesurer les résultats de nos interventions.